Bonjour à tous et bienvenue. Real-Barça, deux équipes qui ronronnent un petit peu cette saison en attendant de trouver la vraie carburation. D'ailleurs, ça ronronne fort aussi également. Et donc ce soir, c'est le Classico, super important notamment pour le Real, vu les derniers résultats en Liga. Mais je suis pas pour vous parler du sportif, de faire une preview tactique ou que sais-je, non. On va évoquer plutôt la gestion en coulisses et se poser la question si cette instabilité, cette irrégularité de deux équipes cette saison n'est pas aussi la conséquence d'une gestion un peu compliqué avec des luttes d'influence à tous les niveaux. On va évidemment commencer par le cas qui est le plus préoccupant et qui traverse sans doute sa crise institutionnelle la plus importante depuis des années, donc le Barça. Alors il y a quelques semaines, c'est vrai, Valverde était enfin parti, au plus grand bonheur de, je pense, la majorité des fans à travers le monde, et l'arrivée de Quique Setién avait provoqué un certain enthousiasme, en disant voilà, c'est Valverde qui est à l'origine de tout, du jeu mièvre, etc. Alors je veux bien croire qu'il avait des responsabilités, mais tu mets n'importe quel coach au Barça, ça va pas résoudre le fait que l'effectif a été mal construit. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as une surpopulation de joueurs dans l'axe, et sur les côtés, dès que tu as un ou deux blessés, tu te rends compte qu'en fait, t'as plus personne derrière. Et si on retrouve ça, alors t'as beau mettre n'importe quel entraîneur, ils vont pas improviser des joueurs de percussion, notamment des ailiers et des latéraux. Alors certes, tu espères que certains comme Firpo va peut-être retrouver le niveau qu'il avait avant d'arriver au Barça, mais en attendant, ça pose question sur comment l'effectif a été construit. Et là, il faut bien se rappeler que la direction du Barça, le foot, c'est pas forcément des spécialistes, et que ça ne parle pas d'une seule et même voix. Ça a tendance à dire oui un jour et non le lendemain. On va prendre le cas d'Adrien Rabiot. Tout était quasiment fait, etc. Et puis du jour au lendemain, Eric Abidal, qu'on envoie toujours au front d'ailleurs, appelle pour dire bon bah non, finalement ça va pas se faire, etc. Ce qui a provoqué d'ailleurs une grande colère pendant le clan Rabiot. Finalement, ils ont signé à la Juventus. Et ça a été pour pas mal d'autres dossiers. Et le problème, en fait, si tu veux, c'est qu'ils ont essayé de faire Neymar, mais voilà, comme je vous ai expliqué cet été, d'un autre côté, tu as Bartomeu qui jure ses grands dieux à Messi que Griezmann, non, il est pas au courant, etc. Donc si vous voulez, après les joueurs apprennent qu'en fait Griezmann, l'accord avait daté de plusieurs mois, qu'il avait menti à tout le monde. Bref, c'est une gestion qui est calamiteuse, j'en avais souvent parlé. Et en fait, tu as un président qui utilise le club à des fins personnelles. C'est ça le plus grave. Et la dernière affaire le montre très très bien, c'est-à-dire avec i3 Ventures, une société, on va dire, d'image, on va dire comme ça, de création d'opinion sur les réseaux, qui a été contractée par le Barça afin justement d'améliorer l'image de son président et de flinguer tout ce qui bougeait, notamment ses opposants, et principalement Victor Font, qui sera normalement l'opposant principal à la liste Bartomeu lors des prochaines élections à la tête du club. Alors je vous en avais parlé longuement justement dans le changement d'entraîneur, j'ai fait une vidéo spéciale sur ce sujet-là en montrant bien qu'en fait, indépendamment du changement d'entraîneur, c'est deux philosophies du Barça qui s'affrontent. C'est-à-dire celle de Bartomeu avec ce projet colossal de l'Espagne Barça et quelque part l'utilisation du club à des fins personnelles. Et de l'autre côté, vous avez Victor Font soutenu par des anciens, on peut penser à Joan Villa qui est donc un peu le maître à penser de la Masia qui est parti, Xavi et tant d'autres. C'est quelque part un affrontement entre la tradition et on va dire la nouveauté, le futur, et je dirais surtout beaucoup de manipulation. Donc c'est vrai que Bartomeu la contrôle quand même pas mal de Peña, parce que je rappelle que ce sont les socios qui vont voter pour le prochain président Barça, sachant que lui ne peut pas se représenter, mais ce sera quelqu'un donc de sa liste. Et donc vous avez aujourd'hui cette société i3 Ventures qui a été contractée justement afin de favoriser son image, etc. Le problème c'est que ça a été révélé dans la presse. Normalement ce genre de truc ça ne sort pas. i3 Ventures c'est une boîte sud-américaine qui est basée en Argentine et qui s'est occupée notamment d'hommes politiques, etc. Ça c'est partout pareil, parce que comme je vous dis, que vous soyez en foot, en politique, c'est la même chose. Il y a des élections et ce qui compte, c'est qui va obtenir le pouvoir. Donc le problème, c'est que ça a même fracassé des propres joueurs du Barça à travers des publications sur les réseaux sociaux, des pages Facebook, des comptes Twitter, des bots ou que sais-je encore. Et la presse disait que le Barça a payé de ses propres comptes 1 million pour ça. Ça fait un scandale pas possible. Le lendemain, Bartomeu te dit non, ça n'existe pas, ce sont des mensonges, on n'a jamais fait ça et tout. Bon, pas de problème, la polémique s'enfle. Tu as la Cadena Ser qui va même publier divers comptes liés directement à cette société-là et une autre. Et donc finalement, devant l'évidence, tu as même Carlos Ibáñez, un des dirigeants uruguayens de cette boîte-là, qui a confirmé dans un média catalan qu'ils ont un accord avec le Barça, mais que ce ne sont pas des gens qui sont là pour attaquer, que ce sont des faiseurs d'opinion, enfin bref. Et après, ils essayent d'englober ça, mais il a confirmé le contrat en disant juste, ce n'est pas 1 million, c'est beaucoup moins. Donc voilà. D'autre côté, le Barça après a été pris la main dans le pot de confiture à quelque part, et donc a dit oui, mais bon, c'est pas pour critiquer les autres, c'est pour regarder les réseaux sociaux, patati tatata, comme le font un peu tous les clubs. Alors ça me fait doucement marrer, parce que évidemment, ça fait un scandale pas possible en interne, parce qu'il y a eu des attaques même contre les propres joueurs du Barça. Et je rappelle que c'est payé avec l'argent du club, donc quelque part avec l'argent des socios, des droits TV et que ça. Et tout ça, qui sont donc utilisés pour glorifier sa seigneurie Bartomeu, qui souhaite évidemment, de par sa liste, sa nouvelle liste, être encore élu pour mener à bien son pharaonique projet Espagne-Barça. Donc là, on a une crise institutionnelle peut-être au moins aussi grave, même plus grave que 2015. Je rappelle que 2015, c'est la crise d'Anoeta. Anoeta, c'est le stade de la Real Sociedad, où le Barça s'était incliné début janvier 1-0, et ça avait fait un truc pas possible. Messi et Neymar avaient été mis sur le banc, ils venaient de revenir un peu de vacances, il y avait des tensions avec l'entraîneur. 2 jours après, donc Bartomeu dégage Andoni Zubizarreta, le directeur sportif. Il va conforter ensuite Luis Enrique, et à l'époque,
l'époque, tu n'avais pas grand monde qui croyait quand même en lui et en tout ça. Finalement, ils vont terminer en faisant un triplé absolument incroyable. Il y avait des élections qui ont été mises pour 2015, pour cet été, donc il a justement pu surfer sur ça. Et à cette époque, si vous voulez, il y a quelques personnes dans le board qui disent, oula, qui essayent de prendre un peu ses distances, parce que malheureusement, en politique, comme en foot, l'opportunisme est maître. Or, tu as Alberto Soler et Jaume Masferrer, si je ne dis pas de bêtises, qui vraiment étaient là derrière Bartomeu, tout le temps à le soutenir, à le soutenir, à le soutenir. Donc forcément, quand ils arrivent à passer cette crise-là, et avec les succès qu'ils ont connus, leur rôle a été renforcé, forcément dans l'administration barcelonaise. Problème, le Masferrer en question, c'est le responsable principal du Barça Gate, comme on pourrait l'appeler. Et il y a un portrait très intéressant dans le journal ABC, qu'il l'appelle l'Ivan Redondo du Barça, c'est un peu le surnom qu'il se donne, c'est un peu l'homme de l'ombre quelque part. Et donc en fait ce monsieur-là, il était allé en Argentine dans le plus grand des secrets, à la base il devait se rendre au Brésil, pour signer justement avec cette société qui est employée, comme je vous le dis, par divers régimes politiques également, afin d'essayer de modifier un peu l'opinion, etc. Donc aujourd'hui on a une crise institutionnelle très forte, on voit aussi les mots de Lionel Messi vis-à-vis d'Eric Abidal suite à une interview, le changement d'entraîneur et que sais-je, mais je vois quoi? Que l'effectif il est mal foutu et que tu as toujours un club qui vise à des fins personnelles et qui s'est transformé dans une ADN de Masia, de tradition, etc., à du trading de joueurs. Le nouvel exemple étant le départ de Carles Pérez et de tant d'autres jeunes ou potentiels aides du Barça pour faire venir des joueurs honnêtes. Attention, Braithwaite c'est un joueur honnête, c'est un joueur de Liga sans souci, mais là on est au Barça quand même. Donc tu te dis, ça pose vraiment question, et c'est pas la faute du joueur. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse aussi là-dessus, mais les Leganés, c'est très content d'avoir pris l'argent. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les dirigeants sont très heureux. C'était inespéré pour eux. Alors oui, sportivement, mais moi je peux te le dire, ils sont très contents. Et là, le joueur, quelque part, vu que t'as pas beaucoup d'ailiers, pas de percussion, peut-être qu'il va jouer. Et encore une fois, c'est vraiment pas de sa faute. Tant mieux pour lui, il réalise un rêve de gamin. Mais tu peux te poser la question sur qui dirige le club pour faire venir un joueur comme ça. Parce que c'est pas simplement ils le font venir, c'est qu'ils ont l'espoir de le revendre derrière. T'as aussi ça, ils se disent attends, on va le faire revenir, on va le valoriser pour le revendre. C'est-à-dire que la direction du Barça, c'est pas des titres, du beau jeu, etc. C'est de l'argent et des élections. Maintenant, passons à l'autre club, vous allez voir le Real Madrid, puisque le principal problème du Barça, c'est un peu global, c'est gangréné. Au Real Madrid, c'est différent. Real Madrid, c'est l'influence vis-à-vis du recrutement. Et pareil, je suis désolé, mais est-ce que l'effectif correspond vraiment aux besoins du coach et surtout, est-ce qu'il est complémentaire? Ça, c'est une vraie question parce que tu as deux visions. Je vous l'ai expliqué cet été. Tu as Zinedine Zidane qui a fait des pieds et des mains pour avoir Paul Pogba. C'est déjà lui également qui a eu Fernand Mendy. Donc on lui a fait confiance pour Mendy et pour d'autres cas. Mais pour Pogba, ça coinçait. Florentino Pérez était pas chaud. Son bras droit Miguel Ángel Sanchez était pas chaud. Le fait de négocier avec Raiola, c'était quand même pas l'agent maison, on va dire. Et tu as aussi l'influence de Juni Calafat, qui est un peu le Monchi madrilène, comme il se fait surnommer par la presse, qui est quand même très flatteuse à son sujet. Je le dis souvent, mais je me pose beaucoup de questions parfois sur Calafat. Donc, si tu veux, il y avait des tensions niveau recrutement. Et je rappelle que Real Madrid a internationalisé son recrutement. On est passé de récupérer les meilleurs espoirs en post-formation d'Espagne, on peut penser à Isco, à Asensio ou que sais-je encore, à faire ça au niveau international, d'où les Valverde, les Kubo, les Reina Jesus récemment, Rodrigo, Vinicius, etc. Ça c'est vraiment inspiré par Calafat et ça suit la mondialisation, et également quelque part le Real Madrid, club mondialisé parmi les mondialisés, avec cette idée marketing et que sais-je. Néanmoins cet été tu avais aussi Hazard qui est arrivé pour un prix colossal, Jovic, alors Jovic pas du fait de Zinedine Zidane, mais en fait si tu veux c'était ça le recrutement, c'était un qu'on fait plaisir à l'entraîneur, un qu'on fait plaisir pour la direction, pour le marketing, pour que sais-je encore. Donc si tu veux il n'y avait pas une ligne directive claire, et surtout il y en a certains au club qui se disaient est-ce que c'est pas temps de revitaliser l'équipe, de la revigorer, de changer vraiment quelque chose, parce qu'on peut se poser la question sur les Marcelo, les Carvajal, les Modric. Bon, Kroos, on voit qu'il a encore quand même un peu d'essence dans le moteur quand même, surtout toujours quand il n'est pas là, surtout tu le sens. Donc il y avait vraiment ces questions-là. Et là, après un début de saison un peu compliqué, il y a eu l'automne magnifique où tu vois des victoires, tu vois surtout du jeu. Parce qu'on se rappelle que des fois avec Zidane c'était un peu compliqué dans le jeu, même c'était très réaliste, parce que c'est vrai que tu avais un animal comme Cristiano Ronaldo qui ne m'en fallait une seule dans la surface, bim bam boum. Et là, cette année, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que parfois, tu as des très belles séquences de jeu. On peut se rappeler du match face au PSG, où tu avais une combinaison à Hazard-Benzema qui était, oh là là, incroyable. Mais au final, ils font 2-2. Alors, le contenu était quand même très bon, et c'était encourageant, mais il y avait des petits problèmes justement au moment de finaliser. Rendez-vous compte, à part Benzema cette année, le deuxième meilleur buteur, tu as Rodrigo, je crois qu'on a mis 7, mais surtout, c'est Ramos. Alors certes, il tire les pénaltys, mais il a 7 buts. Donc ça pose un peu question sur les autres, et l'apport offensif. Alors Jovic, c'est vrai, n'a pas beaucoup joué, mais quid de tous les autres ? Des milieux offensifs, etc. Donc il y a un vrai problème de killer instinct, et ça n'a pas été réglé actuellement. Et d'ailleurs, est-ce que ce recrutement du Real, qui est très jeune finalement, le recrutement, est-ce qu'il est vraiment adapté avec un club comme la Casablanca, qui exige de toujours gagner, avec une pression de tous les instants, et qui ne veut pas se contenter de deuxième place? Et là, quand on voit les dernières semaines, élimination en Coupe de Roi face à la Sociedad, 4-3, défaite face à Levante en Liga, le nul également avant face à Vigo, et la défaite 2-1 face à Manchester City dans les circonstances qu'on connaît, alors évidemment, il reste un match retour, ça a redonné un peu ce côté brinque-ballant, et
hésitant du Real Madrid qu'on avait connu en début de saison. Certes, il y a eu l'embellie de l'automne, mais là, avec les nouvelles blessures de Hazard, ça fait beaucoup parler en interne, parce que ça n'était pas du tout passé le fait qu'il arrive en surpoids l'été dernier, en disant on a mis autant d'argent, etc. Tu vois, tout de suite, c'est lui d'influence. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir à Zidane? Est-ce que c'est lui dire la direction sportive et tout? Et je pense que c'est évidemment bien moins grave qu'au Barça, mais quelque part, quand tu vois cet effectif, est-ce qu'il est vraiment aux besoins du coach? Est-ce qu'il y a vraiment une ligne claire? J'ai malheureusement tendance à penser que c'était pas le cas. Donc on verra la suite en espérant un bon match pour tout le monde. On se retrouve très très vite évidemment sur la chaîne, parce que ce mois-ci je vais devoir faire pas mal de vidéos. Parce que le chat le veut, hein, voilà. Allez, je vous dis à bientôt, ciao.